Chers téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir. Et merci d'être au rendez-vous de votre émission Politis de ce lundi 12 janvier. Ce soir, mon invité est Mme Meimouna Mettaqi, députée, membre du Conseil national de l'IPR, parti au pouvoir. Ce soir, elle représente son président. Mme Meimouna Mettaqi, députée IPR, est un professeur de son État, professeur de mathématiques de son État, président de l'Association des femmes scientifiques de Mauritanie, activiste pour l'émancipation de la femme. Ce soir, elle répond aux questions de Politis. Madame la députée, bonsoir. Bonsoir et merci. Et merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà. Pour commencer, comment se porte votre parti politique, IPR? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu ala nabi al-Karim. Donc, je vous remercie d'abord pour l'invitation. C'est un honneur et plaisir d'être dans cette émission qui est vraiment une émission très écoutée, très aimée. Merci. Et qui va aussi permettre au public de découvrir des opinions un peu divergentes. Parce que j'ai pu suivre beaucoup des anciennes émissions qui vraiment représentent une diversité de l'opinion publique, de l'opinion politique plutôt. Merci. Donc, et vraiment, c'est très intéressant pour nous. Donc, vous avez posé la première question, comment va mon parti? Oui. Il va très bien. Nous, à l'IPR, on est, alhamdoulilah, en position très confortable politiquement, c'est la scène politique. On a, alhamdoulilah, 218 mairies, on a, alhamdoulilah, 76 députés, et vraiment, on est bien installé, avec une base très large, avec un programme social vraiment très bien posé, très bien étudié et qui touche tout ce qui intéresse la population, leur niveau de vie, le changement de tout. Donc on est vraiment, je pense que je suis satisfaite de la situation d'IPR et je vois que c'est ce que je peux dire, que vraiment on est... Très bien. Mais d'aucuns pensent que la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale a frôlé la crise suite aux divergences portant sur la valorisation des salaires des députés. Qu'en est-il au juste? Je pense que cette question, c'était une question interne. Il n'y avait pas eu de... C'était un peu plutôt agrandi plutôt par les gens externes à l'Assemblée. Cette question d'augmentation de salaire des députés, c'est une question récurrente qui est posée depuis l'ancien Parlement, c'est-à-dire l'ancienne Assemblée, et que vraiment tout député espère espère l'amélioration de sa situation. Parce que nous savons tous qu'un député, c'est une personnalité politique. Et nous savons tous qu'aussi, en Mauritanie, on voit toujours que les députés doivent financer, et il y a beaucoup de charges, surtout les députés qui représentent des zones à l'intérieur. Ils doivent voyager et c'est coûteux, nous voyons aussi bien que ça. Mais quand la question a été débattue, je pense que la majorité des députés a dit que, voyant la situation économique actuelle, qui est influencée par des facteurs extérieurs et qui n'a rien à voir avec la situation interne, et en voyant aussi que le député, il doit s'intéresser à lui-même, mais aussi il doit s'intéresser à la population, et que les budgets qui étaient présentés par le gouvernement a à son actif 10 milliards dirigés vers l'augmentation des salaires des populations, a aussi une proposition d'une stratégie d'urgence pour confronter la sécheresse, que tout le monde sait que ça va dépenser aussi. Donc on a vu à l'intérieur de la majorité que vraiment ce n'est pas la peine de faire un amendement. Il y avait eu un certain plaidoyer qui était orienté plutôt interne vers le président de l'Assemblée. Il y en a des députés qui ont voulu aller jusqu'au bout. Mais enfin, c'est comme ça que ça passe en démocratie. C'était posé au vote et la majorité des députés a voté contre l'amendement qui était proposé. Et ce n'est pas une question personnelle. Il n'y avait pas eu de divergence réellement. Il n'y avait rien. C'était un débat interne qui enfin s'est terminé avec un vote contre le... Oui, mais je me rappelle lors de la session parlementaire de validation du budget 2015, une forte altercation verbale entre vous et l'Al Hassan Del Karama a créé une grande confusion dans l'hémicycle.
Non, non, non. Que s'est-il passé au juste et pourquoi cette agitation? Je ne pensais pas que cette question doit être débattue, mais quand vous l'avez évoquée, je dirais ce qui s'est passé. Non, écoutez, nous posons... L'Adam Hassan est un député très respecté, est un député aussi qui respecte ses homologues. Elle respecte tout le monde. Et moi, particulièrement, c'est mon ami intime. Mais il ne faut pas comprendre que c'est une question entre moi et l'Adam Hassan. Non, non, on parle... Je vais vous expliquer comment ça se passe pour que vous compreniez pourquoi j'ai répondu à l'Adam Hassan. Pour l'opinion, c'est sûr. Pour l'opinion, bien sûr, vous représentez l'opinion. Donc, à travers vous, c'est vous qui posez les questions, mais à travers vous, l'opinion va comprendre pourquoi j'ai répondu à l'Adam Hassan. En réalité, ce n'est pas une question personnelle. Le règlement interne de l'Assemblée dit qu'un député, quand il présente un amendement devant la commission des finances, et la commission des finances rejette, il a le droit de porter cet amendement à la plénière. Il le porte devant le président de l'Assemblée qui présente à la plénière. Alors, la majorité des députés qui sont contre désigne un député, il doit lui s'exprimer, le président de la commission des finances, s'il veut s'exprimer, et il y a un député qui est désigné pour répondre, pour défendre le point contraire, parce que c'est un point de vue. Donc l'amendement est un point de vue, c'est quelqu'un qui veut proposer un changement budgétaire que si on vote, l'État sera obligé de le mettre en place. Et ceux qui sont contre ont le droit aussi d'expliquer pourquoi ils sont contre à l'opinion publique. Et c'est ce qui s'était passé. L'Adam Hassan a exposé ses motifs, pourquoi elle pose cet amendement. Et moi, j'ai défendu pourquoi je refuse et je suis contre dès le début cet amendement. Et j'ai étalé mes raisons devant le public. Donc, c'est une question. Après, on s'est retrouvés dans les couloirs. Ce n'est pas une question personnelle, c'est une question strictement réglementaire qu'on doit suivre. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Est-ce qu'on pourrait ajouter ou revenir un peu sur vos salaires? Non, je pense que cette question de salaire, on l'a classée pour le moment. En attendant qu'on passe, je ne sais pas ce qui va se passer après. Peut-être on aura un autre changement. Mais nous, la majorité des députés a opté pour la non-augmentation des salaires cette année. Ça peut venir l'année prochaine, ça peut venir. Mais ils étaient satisfaits de leur situation matérielle. Donc, plutôt, on dit, comme ce que j'ai dit, vous l'avez suivi peut-être le débat, c'est que nous pensons que ce n'est pas le moment opportun pour que nous demandions une augmentation de salaire. On a une situation mondiale difficile, on a une chute des prix des minerais, on a le problème de la HSRS et on a un budget alourdi par l'augmentation des salaires de ceux qui sont plus pauvres. Ceux qui ont un salaire inférieur à 500 et inférieur à 100 qui a coûté 10 milliards à l'État, comme ce que j'ai dit. Donc on a trouvé que ce n'est pas le moment pour que nous demandions une augmentation. Ce qui va venir après, je ne peux pas m'exprimer là-dessus parce que tout peut être... on dit. Exactement. Très bien. Donc, depuis l'arrivée de Maître Ould Maham, la présidence de ce parti, qu'est-ce qui a été changé, sincèrement, par rapport au précédent président? Moi, je ne peux pas dire changer. Je dis qu'à l'IPR, c'est une continuité. Depuis d'ailleurs le premier président qui a Mohamed Ould Abdelaziz, tout ce qui vient, c'est une continuité. Donc, je n'ai pas à juger que c'était un vrai changement, mais je peux dire qu'en tout cas, maintenant, Maître Sidi Mohamed Maham a vraiment créé une très grande dynamique au niveau du parti. Parce que chaque mois, pratiquement, il voit ce que je vois de mon côté, il voit les députés de son parti, il se concerte avec eux, il discute avec eux les questions nationales, il échange. Et il y a vraiment, c'est une période aussi qui va être marquée particulièrement par des échéances très importantes dans la vie du parti, les sénatariales, mais aussi le renouvellement des structures du parti. Je vois qu'il y avait une grande dynamique, des contacts avec toutes les bases, les responsables du parti, les structures du parti. Donc c'est vraiment, ça bouge au niveau de l'IPR, et c'est dû au dynamisme de son président, bien sûr, et son expérience politique. Il a une grande expérience politique. Et nous, les députés, on est vraiment satisfaits parce que nous disons qu'il comprend vraiment la position des députés par rapport au parti parce qu'il était député. Donc, on est vraiment satisfaits de Vous êtes vous-même membre du Conseil national? Oui, je suis membre du Conseil national du parti, mais le Conseil national, le bureau exécutif, c'est celui qui se réunit le plus. Mais le Conseil national a des réunions, vraiment, c'est une session saisonnière chaque 6 mois. Donc, mais en réalité, on a eu plusieurs sessions extraordinaires
pour le Conseil national. Mais au-delà du Conseil national, il y a une dynamique interne au niveau du parti, des concertations, des préparations des études pour savoir la meilleure solution, les meilleurs chemins à suivre pour changer les instances, parce qu'on va renouveler les structures du parti. Donc on est en train de vraiment... Les adhésions, on va vraiment faire ouvrir de nouvelles adhésions. On va essayer de corriger ce qu'on a parce qu'on a fait 5 ans d'expérience. Donc on va voir, tirer des leçons et voir comment on va se restructurer le parti, comme tous les partis d'ailleurs, parce que chaque fois qu'on passe une période, on doit vraiment revoir comment on va faire pour le mieux. Et je vois que pratiquement tous les militants sont satisfaits de ce qui se passe parce que c'est des concertations à tous les niveaux. Tout est concerté, il y a des convocations pour tout le monde. Donc vraiment, je vois que c'est très dynamique et nous sommes très contents. Ça bouge. Ça bouge au niveau de l'IPR. Très bien. Vous avez, oui, ça bouge, oui, parce que dernièrement, vous avez, dans un communiqué, critiqué le parti RFD. Pourquoi et quelles sont les raisons qui ont poussé l'UPR à critiquer ce parti de l'opposition? Je pense que vous faites allusion à un communiqué qu'on a fait suite à un communiqué, c'était réplique à un communiqué que l'RFD a fait. Oui, parce que lorsque le président de la République a invité au dialogue, il y a eu une réplique du RFD, refusant le dialogue et disant que c'est vraiment c'est pas sincère et que c'est pas sérieux. Nous, de notre devoir et de nos convictions, d'expliquer que ce n'est pas une critique orientée, c'est une critique orientée au communiqué. Parce que nous savons que depuis son arrivée au pouvoir, le président Mohamed Abdelaziz a toujours invité au dialogue. Et il ne s'est jamais opposé au dialogue. Et le parti IPR aussi a toujours été prêt pour dialoguer. Donc quand il lance de nouvelles fois une nouvelle invitation pour le dialogue, on voit qu'il est vraiment sincère parce que rien ne l'oblige à le faire s'il n'était pas sincère. Et les expériences passées ont montré que c'est vraiment eux qui fuient et c'est eux qui refusent de dialoguer pour ne pas se trouver devant le fait accompli et l'obligation de participer à la vie politique. Nous, c'est notre point de vue. On voit qu'eux, ils appliquent la politique de l'Autriche. Ils se cachent la tête pour ne pas participer, pour que les gens ça peut porter plus de préjudice que s'ils restent faisant croire aux gens qu'ils ont vraiment encore la base qu'ils avaient. Alors que nous tous, nous savons que ce n'est pas vrai, que leurs bases ont rallié soit des partis de la majorité, soit l'IPR. Donc on sait aussi que les personnalités connues ont quitté le parti. Ça veut dire que vraiment nous savons au fond que ce n'est pas parce qu'ils savent que le dialogue ne va pas se faire qu'ils disent que ce n'est pas sérieux, mais nous savons qu'eux, ils ne veulent pas dialoguer. C'est l'expérience a montré ça et on a fait un communiqué pour expliquer à l'opinion publique les raisons pour lesquelles le RFD a fait ce communiqué. Très bien. Vous avez reçu dernièrement à l'UPR, on est toujours à l'UPR, un opposant de taille, en l'occurrence Ahmed Khatri, qui draine une bonne partie de la population de lui, et Ma'lou Mohamed Meidah, qui vient de rallier l'UPR. Comment avez-vous accueilli ces deux nouvelles recrues, si je peux m'exprimer? À bras ouverts, avant tout. Et nous pensons aussi que ce n'est pas un ralliement aveugle, que c'est des personnalités qui ont bien étudié la scène politique, que des personnalités sont connues. Et je commencerai par le Ma'louma, qui a toujours été opposante et qui a toujours exprimé très fort ses convictions. Elle l'a dit aussi pourquoi elle a rallié. Elle a dit qu'elle a vu des changements clairs, elle a vu des réalisations. Ce dont elle rêvait pour la Mauritanie est en train de se réaliser sous la gouvernance de son Excellence, M. Mohamed Abdelaziz. Donc, elle ne veut que du bien pour la Mauritanie. Elle voit qu'on va vers le meilleur pour la Mauritanie. Elle ne trouve plus de raison pour être opposante. Et ça, on l'a beaucoup apprécié. Et on a beaucoup apprécié aussi le ralliement de Khatri parce que vraiment, toute nouvelle personnalité qui a un poids et qui a vraiment derrière elle une base, quand elle rallie à un parti quelconque, ça veut dire qu'il est en très bonne santé et que vraiment qu'il attire encore. Et c'est vraiment ce qui indique que l'IPR se porte très bien et qu'il est vraiment... Très bien, bonne chance. Madame députée, sincèrement, oui. Quelle analyse faites-vous de la situation actuelle du pays?
situation politique du pays, bon, globalement. Ok. De mon point de vue, et c'est ma conviction, que nous vivons une situation politique stable, que nous vivons une situation politique que je peux qualifier de meilleure, entre parenthèses, de toute la zone de la majorité de la zone qui nous entoure, surtout les pays qui connaissent des perturbations. Parce que la situation politique se mesure par les instances dirigeantes qui travaillent, qui sont stables, se représente par un parlement multi-parti où il y a une opposition et une majorité. Une opposition forte qui critique et une majorité aussi qui travaille, qui critique et qui aussi valorise ce qui a été réalisé. Par des conseils, par des élections municipales aussi, c'est-à-dire des échéances électorales qui étaient faites à leur temps, des présidentielles faites à leur temps, où il y avait plusieurs candidats, qui étaient vraiment, de mon point de vue, très transparentes. Et malgré une campagne qui était faite par la CODE, il y avait eu un taux de participation qu'on peut juger le meilleur dans la zone. En le comparant par ce qui vient de se passer en Tunisie, on a eu un taux de participation supérieur, qui est le meilleur pays où ce qu'on appelle le printemps arabe a réussi. Donc on le compare avec l'Égypte aussi, c'est-à-dire avec un taux de participation satisfaisant et très reconnu. Donc je vois que la situation politique s'analyse par ça. Une multitude de partis politiques qui travaillent, et vraiment une liberté totale d'expression, et des médias qui jouent leur rôle, comme le Watani d'ailleurs, et une ouverture des médias à tout le monde. Tout le monde peut s'exprimer, peut dire ce qu'il veut, son point de vue politique, défendre ce qu'il a. Donc je trouve que ça, c'est la meilleure situation politique où peut se trouver un pays, surtout en Afrique. Très bien. Passons à autre chose. L'opposition regroupée au sein du FNDU réclame elle aussi le dialogue depuis très longtemps. Qui, à votre avis, doit faire le premier pas? Le président de la République, l'opposition ou une tierce partie? Je pense que le premier pas a été fait. Parce que le président de la République, on appelle premier pas, c'est dire voilà, nous sommes là pour dialoguer. Et quand un président de la République invite dans un discours officiel toutes les parties mauritaniennes à dialoguer, c'est le premier pas. Donc, si eux ne veulent pas dialoguer, ce n'est pas la faute de la majorité ni des autres partis qui ont dialogué. Nous avons connu plusieurs dialogues. Nous savons aussi qu'on a connu le dialogue de Dakar, là où il y a eu toutes les décisions qui ont été prises, qui ont permis à aboutir aux élections de 2009. Et on sait ce qui s'est passé après ce dialogue. Ça veut dire que ceux qui étaient là et qui avaient signé les accords de Dakar, juste le premier point des accords de Dakar, que toutes les parties reconnaissent les résultats des présidentielles pour pouvoir parler de la suite des accords. Et nous savons qu'une partie de l'opposition est venue dire que ces élections ne sont pas bonnes, qu'il y avait un bas qui se déplace par lui-même, c'est-à-dire de l'imaginaire. Et là, ils ont commencé à s'éloigner. Nous avons connu aussi une tentative de dialogue juste avant les législatives. Là aussi, le gouvernement et la majorité sont partis en avant. On a connu avant ça le dialogue de 2011, où il y avait eu une grande partie de l'opposition à participer. Et à l'occasion, j'ai toujours dit, et je le répète, que ceux qui ont participé au dialogue de 2011 représentaient plus de 78% de la base, des points de vue des Mauritaniens, en se basant sur les résultats des élections de 2009. Parce que ceux qui boycottent, nous, on peut mesurer la population ou la force d'un parti politique par des élections. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de sondage, ça ne veut rien dire. Il faut participer aux élections pour pouvoir dire j'ai une force électorale. Ça veut dire, pour pouvoir dire, en force électorale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon programme est apprécié par un certain nombre de citoyens. Et ce nombre de citoyens valorise ce programme. Et quand on se base sur les résultats de 2009, on voit que ceux qui ont boycotté le dialogue de 2011 représentent moins de 23%. Donc ce dialogue aussi, 2011, a donné des résultats vraiment extraordinaires, des changements constitutionnels qui ont porté sur les droits humains, l'esclavage, des changements sur les mandats présidentiels, des changements sur beaucoup de changements, des changements sur le statut de la femme, des changements sur les droits. Ça veut dire que vraiment c'était un dialogue constructif qui a permis vraiment de passer beaucoup de points de vue. Là aussi, ils n'ont pas voulu participer. Il y a eu la tentative de dialogue juste avant les législatives en 2013. Vous savez tous, on était là.
On a tous suivi les premières étapes au Palais du Congrès. À l'époque, M. Maître Maham était le ministre de la Communication. Ils ont posé toutes les conditions. Ils ont dit qu'il faut qu'il y ait un représentant du gouvernement. Le gouvernement a désigné un représentant. Ils ont présenté un agenda qu'ils ont discuté point par point et tout ce qu'ils ont demandé a été inscrit dans l'agenda. Et en fin de compte, ils disent on ne veut plus dialoguer. Donc, qui ne veut pas dialoguer? Ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité qui ne veut pas dialoguer. C'est eux qui fuient. J'ai dit que ça, c'est une politique, ce qu'on appelle politique de l'Autriche. Dès qu'ils savent que quand ils dialoguent, ils seront obligés de participer comme en 2009, et ils fuient pour ne pas montrer, parce que réellement, nous savons tous, c'est notre conviction dans la majorité, qu'ils n'ont plus de base. Donc, ils préfèrent dire que ce n'est pas bon, que le terre ne veut pas dialoguer pour fuir la réalité. Et moi, je pense que ce n'est pas bon en politique. Parce que politique, c'est participation aux élections. Oui, mais ça, c'est votre version. Moi, je suis là pour dire notre version. Ce que dit l'opposition n'engage que l'opposition. Ils ont leur version. Je sais. Donc. Moi, j'ai répliqué. Ici, je dis ma version et ma conviction. Donc, eux, vous les avez invités ici et j'ai pu suivre ce qu'ils ont dit. Maintenant, c'est à mon tour de dire ce que je pense. Et ce que je pense, c'est ce que je viens de dire. Que leur répondez-vous exactement quand vous avez suivi toutes leurs interventions? Je viens de répondre. Je viens de répondre au dialogue. Non, mais parce que je pense que le dialogue est une nécessité. Et vous ne pouvez pas rester à côté et dire c'est le gouvernement, c'est la majorité qui ne veut pas dialoguer. Et quand on me propose de dialoguer, je dois aller jusqu'au bout. Qui vous dit que le dialogue n'est pas sérieux? La dernière expérience a montré que c'est eux qui se sont retirés d'eux-mêmes. Parce que l'agenda était leur agenda. Tout le programme était posé pour eux. Ça, vous l'avez eu la confirmation par le ministre de la Communication lorsqu'il était l'actuel président de l'IPR, donc, et des gens qui nous représentaient là-bas. Ça veut dire que tout était en leur faveur dans ce dialogue. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Il faut aller pour montrer que ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce que ça leur coûte s'ils avaient continué leur dialogue? J'ai donné mon explication. Moi, je pense, je pense que peut-être... Oui, ils n'ont demandé que le report des élections. Non, le report, on ne peut pas demander un point avant de dialoguer. Ils devaient rentrer... Ils étaient en plein dialogue. Non, ce n'est pas après le dialogue. Ils ont mis un agenda pour dialoguer. Tout y était. Ils veulent que les élections soient reportées avant même qu'ils commencent leur dialogue. Et ce qu'ils ont dit, moi je m'en souviens, ils ont dit que le gouvernement a déclaré, a annoncé la date, alors qu'eux, ils voulaient dialoguer. Ça, c'est des choses constitutionnelles. Non, attendez, je vais expliquer mon point de vue. Ils devaient respecter la Constitution. Mais si eux, ils étaient rentrés dans le dialogue, et si le dialogue avait continué, ils peuvent proposer de changer la date. Mais on ne peut pas dire non, n'annoncez pas la date des élections, parce que nous, on va dialoguer. Il faut dialoguer et proposer un report au cours du dialogue. Il faut que les gens se mettent d'accord. Mais on ne peut pas dire ce point-là, il faut que ça soit accepté sans discussion. Et c'est là où on ne s'est pas mis d'accord. Nous, on pense que quand on dialogue, on ne doit pas dire il y a des points, ça, on l'accepte avant même de dialoguer. Il faut d'abord discuter. Qui leur dit qu'ils ne peuvent plus continuer, que ça peut pas, ils peuvent, eux, convaincre la majorité de reporter. Et la majorité peut les convaincre aussi de faire les élections à leur temps. Mais je vous dis, je le répète, que je pense qu'ils ne voulaient même pas participer, ceux qui ont refusé de dialoguer. Parce que les autres qui savent qu'ils ont des bases, les autres partis de l'opposition, étaient là, ils ont participé aux élections municipales. Donc, pour les présidentielles aussi, il y avait une participation de l'opposition assez acceptable. Vous parlez de Tawassoul, certainement. C'est le seul parti de l'opposition à l'époque. Ah non, le législatif. Oui, les municipales. Les municipales et le législatif, il y avait Tawassoul. Il y avait Louis Anne. Il y avait la Non, PP. ça c'est la CAP. Non, ça c'est... La CAP, ok. D'opposition radicale. Entre parenthèses, comme on dit. Il y avait tout simplement... Moi, je parle de toute l'opposition ensemble. Moi, je ne la divise pas. Je considère que il y a une opposition en Mauritanie. Ceux qui ne sont pas de la majorité sont de l'opposition. Qu'ils eux se divisent entre eux, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord. Oui, mais la CAP... Mais même la CAP, il y avait le parti Tawassoul qui avait quitté parce qu'il sait qu'il a une base. Et ça a été démontré. Et vous savez ce qui se passe entre eux maintenant. Ce qui se passe entre les RFD. Je ne rentre pas dans leurs relations internes, mais tout le monde sait ce que dit Tawassoul du RFD, ce que dit RFD de Tawassoul. Voilà, entendu, c'est votre version. L'opposition a une autre version. Bien sûr, c'est comme ça aussi en démocratie. Que pense l'UPR, votre parti, que vous représentez ici,
de l'emprisonnement de Biram Daoud Abid? Notre parti et moi et mon parti, nous sommes convaincus que tous ceux qui veulent vraiment violer les droits doivent être emprisonnés. Biram Abid est un citoyen qui a fait... Ça, c'est hors... L'emprisonnement lui-même, c'est une question très précise. Si vous voulez, je rentre dans l'historique. Si vous voulez, je réponds à la question emprisonnement. Parce que l'emprisonnement vient ensuite... Sa détention, son emprisonnement... Sa détention, c'est tout Mauritanien. Que pense l'IPR de tout ça? Tout Mauritanien, qu'il soit de l'IPR, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit dans notre parti de la majorité, qui veut violer les droits des Mauritaniens, les droits, il doit être emprisonné. Et c'est la justice qui va juger de ce qui s'est passé. Si vous voulez que je m'exprime sur mon point de vue, sur le discours que Biram propage, je suis contre, et je l'ai dit à l'Assemblée. Nous sommes tous contre un discours raciste, un discours qui peut diviser la Mauritanie, et c'est vraiment, doit être condamné par tous les Mauritaniens. Quelqu'un peut faire la politique. Et oui, et Biram, avant de prendre le cheval de l'esclavage, était un homme politique. Il était dans le parti APP. Il fut directeur de campagne dans la campagne de Zeynoul Zeydan. Il fut lui-même candidat à la présidence. Donc, quand quelqu'un fait vraiment de la politique, il ne peut plus dire c'est des militants des droits de l'homme. C'est un homme politique qui fait de la politique. Et malheureusement, il a pris un chemin dans cette politique que moi je condamne. Mon parti le condamne et condamne toute expression qui peut diviser la Mauritanie. Toute expression ou tout comportement qui peut porter préjudice à notre unité nationale sera condamné. Le fait de son emprisonnement est venu suite à un autre acte. C'est vraiment un truc direct, un affrontement direct avec les forces de l'ordre, une manifestation non autorisée, et il est entre les mains de la justice. Elle va dire ce qu'elle pense de ça et prononcer le jugement qu'elle juge ça. On ne peut pas rentrer là-dedans parce que c'est une question entre les mains de la justice. Très bien. Le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique, qui a été reçu récemment par le président de votre parti, a affirmé qu'il entend rencontrer les leaders d'autres formations politiques. Peut-on voir dans ces rencontres le début d'une médiation? Si vous êtes cette question, il faut la poser à l'ambassadeur des États-Unis. Moi, vous représentez votre président de parti ici chez moi. Je représente, moi aussi, on ne m'a pas invité en tant que représentant du président, je n'étais pas désigné par le président. On m'a téléphoné en tant que membre du Conseil national de l'IPR. Et je ne suis pas autorisé à dire ce qui se passe dans les audiences du président du parti. Mais je peux m'exprimer que c'est sur les lignes de la politique générale de mon parti. Ce que je sais de mon parti. Et je vois que des audiences particulières avec des présidents de parti, tous les ambassadeurs pratiquement passent voir les présidents des partis. Parce que les présidents des partis, c'est eux qui sont responsables de la politique générale du pays. C'est tout à fait normal. Le président de l'IPR a reçu l'ambassadeur de la Jordanie, a reçu l'ambassadeur du Maroc. Vous voyez les audiences du président du parti, il reçoit tous les ambassadeurs. Donc ce n'est pas particulièrement l'ambassadeur des États-Unis qui a été reçu par le président de l'IPR. Et si vous faites une analyse de cette rencontre, ça je ne peux pas m'exprimer là-dessus, parce que c'est vraiment... Voilà, donc vous n'êtes pas dans le secret soit vous invitez l'ambassadeur ou le président pour vous expliquer ce qui s'est passé dans cette audience. J'ai bien tenu à recevoir votre président sur ce plateau jusqu'à présent. Ce sera sûrement parce qu'il est très occupé par les préparatifs des gens. On est en train de préparer une nouvelle adhésion, on est en train de préparer des changements de nos structures. Et comme je vous ai dit, il a un calendrier très chargé, il reçoit quotidiennement les militants de l'IPR pour se concerter, pour que vraiment ce qui va être fait soit concerté, soit vraiment, ça vient de la base vers le haut, et ça prend du temps. J'aurais bien voulu. Donc, à travers vous, je l'invite sur ce plateau prochainement pour me répondre sur ces questions. Qu'il suivra cette émission. Et dès que j'aurai l'occasion, je lui transmettrai votre invitation. Excellente idée. Je vous prie de le faire. Il n'y a pas de problème. Voilà. Votre parti s'est engagé récemment à mener une vaste campagne contre les séquelles de l'esclavage en Mauritanie. Où en est cette initiative? En cours.
Pour faire cette initiative, c'est plutôt des campagnes de sensibilisation, c'est des actions aussi sociales. Et on va, dès que la stratégie soit prête, on va s'y mettre et on va annoncer un agenda qui sera suivi, Inch'Allah. Pas seulement, cette question sera prioritaire parce qu'on voit vraiment que c'est des couches sociales. On a besoin de participer, nous aussi, à sensibiliser les gens sur la question, à aussi orienter. Ce sera comme d'autres campagnes sociales que nous faisons. Ce n'est pas seulement l'esclavage, mais aussi nous mènerons, Inch'Allah, on a un programme social ambitieux que nous souhaitons mettre en place dès que je pense que peut-être ce sera après la mise en place de renouvellement des structures et le congrès. Ou peut-être ça va se fixer, Inch'Allah, et dès que ça sera prêt, nous commençons à l'exécution de ce programme, Inch'Allah. Donc, que comptez-vous faire exactement? Quelles sont les principales activités que vous allez mener prochainement? C'est-à-dire au niveau du parti. J'ai dit qu'au niveau du parti, nous sommes d'abord maintenant, on a un programme social qui vraiment touche pratiquement toutes les couches sociales, mais aussi tous les territoires nationaux. Je ne peux pas tout parce que ce n'est pas encore un agenda fixe pour dire nous ferons tel jour une campagne de sensibilisation, une distribution d'extra dans tel point. Mais je sais qu'il y a un programme et une stratégie qui est en train d'être mise en place. Et dès qu'elle sera mise en place, nous aurons l'occasion, Inch'Allah, ou moi ou quelqu'un d'autre, de vous la présenter avec tous ces axes, ces orientations et les résultats attendus. Mais je ne peux pas dire plus que ça maintenant. Je sais que c'est un programme qu'on a, mais on le fera le temps, Inch'Allah, venir. Madame, la campagne pour les sénatoriales est aux portes. Sur quoi mise votre parti pour gagner ces élections? Nous misons sur le grand nombre qu'on a des conseillers municipaux. C'est la seule chose sur laquelle un parti peut compter. Nous, on a une majorité dans les conseils municipaux en faisant le total de la Mauritanie. Donc nous pensons, nous espérons faire Inch'Allah, des alliances. Et tout sera améliorant notre résultat dans les sénatoriales. Parce que les sénatoriales, c'est un calcul simple, ce n'est pas un scrutin direct, c'est les conseillers municipaux qui vont voter. Et nous, alhamdoulilah, on a une majorité reposante dans les conseillers municipaux. Et nous espérons aussi avoir d'autres alliances, ce qui améliorera notre position. Êtes-vous sûr d'avoir la majorité au Sénat? Ça, je ne peux pas m'exprimer maintenant. Je souhaite. Comme vous êtes majoritaire là. Je souhaite que nous aurons la majorité au Sénat, c'est ce qui est normal. J'espère que tous nos conseillers seront fidèles au parti, mais un vote sera un vote, une campagne, c'est une campagne. Et j'espère aussi avoir des alliances, d'autres partis de la majorité ou même peut-être de l'opposition qui vont nous permettre de gagner. Mais on ne peut pas dire ça va être 1 + 1 = 2, sinon on n'aura pas besoin de campagne. Mais tout le monde fera sa campagne et nous saurons exactement qui sera majoritaire. Mais j'espère, je suis pratiquement certain que c'est notre parti qui sera majoritaire. Que pensez-vous des partis de la majorité? Ces partis ils sont quasiment absents de la scène politique. Je ne peux pas dire ça. Je dis que chacun travaille avec sa capacité. Il y a des partis qui sont assez actifs. Il y a des partis moins actifs. Il y en a qui sont représentés au niveau du Parlement et qui s'expriment bien et qui participent au débat et qui sont actifs. C'est comme tout dans tous les partis dans le monde. Ils ne peuvent pas être au même degré de force, mais c'est des partis qui sont là, qui ont prouvé leur existence. Et je les respecte beaucoup et je trouve qu'ils ont leur place dans la scène politique. Je ne peux pas dire autre chose. Je les respecte. Bien. Pas à moi de... Je vous comprends. Voilà, c'est ça. Bien. Évitez ce genre de questions. Non, pas du tout, je l'ai vu. Parce que ça c'est... Très bien. Le FNDI, Front National pour la Démocratie et l'Unité, a tenu hier une rencontre de ces cadres où la majorité des cadres qui se sont succédés au box ont critiqué la politique du président Mohamed Abdelaziz, de l'éducation et de la santé. Que pensez-vous? Que pouvez-vous les répondre ici? Je sais que critiquer, ce n'est pas ce qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est de faire. Je pense que l'éducation, tout le monde sait que ce n'est pas une question nouvelle.
que c'est une question qui dure depuis les années 73. Et même nous, au Parlement, le ministre de l'Éducation a reconnu qu'il y a des faiblesses. Mais il faut reconnaître aussi les changements qu'a eu l'éducation, les efforts qui ont été faits pour améliorer l'éducation. Parce que nous savons que la majorité des cadres qui étaient dans l'éducation étaient empruntés par d'autres ministères. Je vais citer quelques réalisations qui vont vous permettre de voir. Et l'important aussi, c'est la volonté politique et la volonté du président de la République, de son gouvernement, du Premier ministre de son gouvernement pour changer cette situation. Donc, il y avait eu, le ministère a rappelé tous les enseignants et professeurs qui n'occupaient pas des postes nécessaires dans les autres ministères. Et ça, c'est une première pour leur faire un recyclage, pour leur faire. Il y a aussi l'amélioration de l'infrastructure scolaire, la construction des écoles. Ça aussi a été vraiment un chantier sur lequel s'était basé le gouvernement pendant les années passées. L'équipement même des écoles, il y avait un projet spécial pour faire les bancs pour les écoles. Il y avait, je peux continuer à citer, il y avait beaucoup d'efforts pour améliorer la situation de l'éducation en Mauritanie. Mais il faut savoir aussi que l'éducation, ce n'est pas seulement en Mauritanie que le niveau de l'éducation a baissé. C'est pratiquement dans le monde entier. Tout le monde le sait. Ce qui nous importe, c'est la Mauritanie. Non, ça veut dire que nous, on ne peut pas être hors planète. Ça veut dire qu'au niveau, tout le monde le sait, que pratiquement partout, le niveau de l'éducation a changé. C'est que même le système éducatif a changé avec les nouvelles technologies, avec aussi l'occupation des élèves et leurs parents par ces nouvelles technologies. Ça veut dire qu'il y a aussi un changement social qui aide à cette situation, qui pousse à cette situation. Parce qu'avant, les élèves et leurs parents n'avaient que l'école. Parce qu'à notre époque, nous, on n'avait pas de télévision. On passait tout notre temps à réviser nos cahiers parce que la personne ne sera jugée que par ses résultats. On ne pensait pas celui-là est pauvre, celui-là est riche. On dit voilà, c'est un très bon élève. Et c'était vraiment extraordinaire de suivre. Maintenant, vous voyez, quand vous discutez avec les jeunes, vous ne pouvez pas les voir discuter de leurs devoirs. Ils ne discutent que du Facebook, de ce que tu as partagé, ce que tu n'as pas partagé, YouTube, etc. Ça aussi, c'est des occupations qui éloignent les élèves dans les grandes villes. Dans les grandes villes de l'éducation. Même quand vous partez au fond de la Mauritanie, vous trouvez des gens qui vraiment, que vous pensez qu'ils ne connaissent même pas les nouvelles technologies. Et ils vous disent, voilà, moi, même dans les villes de l'intérieur, j'ai un Facebook, je fais des échanges, je passe toute la nuit réveillée, etc. Ça veut dire aussi qu'il y a un changement social. Oui, mais qu'est-ce qui améliorera notre éducation nationale? Je pense qu'il faut que nous tous, nous jouons un rôle dans cette éducation. Parce que ce n'est pas la construction des écoles seulement qui va changer l'éducation. C'est aussi un comportement social en faveur de l'éducation des enfants. Et nous tous, on a un rôle à jouer. Et ça, c'est très important. Je pense aussi que le fait que le président de la République a annoncé que cette année, c'est une année de l'éducation, ça va donner aussi, ça va pousser et ça va donner un nouveau élan à ce travail qui était en train de faire. Mais ce ne sera que le début, bien sûr. Les gens pensent que tous les problèmes vont être résolus en 2015. Non, c'est juste le début de la résolution des problèmes. Nous souhaitons, Inch'Allah, que ça s'améliore, que la situation de l'éducation s'améliore. C'est tout ce qu'on peut dire de ça, parce que c'est vraiment une question très compliquée. Ce n'est pas une question qui peut être vraiment jugée pour ou portée sur c'est-à-dire que ce n'est pas ce gouvernement qui est responsable de cette situation. C'est une situation qui, depuis une quarantaine d'années, donc on ne peut pas dire que c'est ce gouvernement qui est responsable de cette situation, mais ce gouvernement est responsable de fournir des efforts pour changer cette situation. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Tous les efforts sont orientés pour améliorer la situation de l'éducation en Mauritanie. Oui, les cadres du FND ont aussi fustigé la politique de la santé. Moi, je pense aussi que ça aussi, c'est... Quel répondez-vous? Je leur réponds que je leur demande, je demande aux Mauritaniens de comparer, par exemple, la situation de Nouakchott avant 2009 et maintenant. Depuis 1960 jusqu'à récemment, on n'avait qu'un seul hôpital à Nouakchott, c'est l'hôpital national. Comme grand centre hospitalier, il y avait des dispensaires. On a maintenant combien d'hôpitaux? Après, il y a eu l'hôpital Zaïd, ça fait 2. Donc après, dans cette période, on a eu l'hôpital
Sadaqa. On a eu l'hôpital mère et enfant. On a eu l'hôpital... Là, vous répondez aux gens Bien du sûr, FNDI. je leur donne des chiffres, des réalisations claires dans le domaine de la santé. Comment vous voulez que je les réponde? Je vous réponds vous. Mais à travers vous, eux, ils vont comprendre que c'est une réponse orientée vers eux. Très bien. Moi, je dis que la situation de la santé est incomparable avant ce gouvernement et la situation actuelle de la santé. Je ne peux pas dire que la situation de la santé est la meilleure dans le monde, ni que je suis satisfaite de la situation où on est. Mais je sais que beaucoup d'efforts ont été fournis pour améliorer la situation de la santé. Je demande que ces efforts soient poursuivis. Et j'étais en train de donner des exemples, compris la vitesse avec laquelle on réalise des constructions hospitalières. On a donné l'indépendance aux hôpitaux à l'intérieur. Et vraiment, on a construit énormément de centres de santé. On a équipé beaucoup d'hôpitaux à l'intérieur et ici. Tous les gens qui faisaient de l'hémodialyse sont pris en charge à 100%. Les indigents sont pris en charge à l'extérieur. Ça, ce n'était pas avant. Avant, ce n'était pas comme ça. Maintenant, ça va suivre les malades qui ont des problèmes cardiaques aussi. Les indigents vont être pris en charge. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts pour améliorer la santé de la population. Et j'ai beaucoup apprécié une comparaison qu'a faite le Premier ministre lors de la présentation de la politique générale du gouvernement. Il a dit que ce changement est ressenti plutôt par ceux qui ont bénéficié de ces réalisations concrètes. Et quand il y avait quelqu'un qui faisait l'hémodialyse et que tu ne peux pas amener à l'étranger, et que maintenant tu l'amènes et il est traité, même s'il le fait 2 ou 3 fois par semaine, et gratuitement, ça tu peux sentir qu'il y a eu un effort dans la santé publique et que la santé publique s'est améliorée. Quand il y avait un malade atteint d'un cancer et que tu n'avais pas les moyens d'aller à l'étranger et que tu as trouvé un centre hospitalier en Mauritanie qui va lui porter toute l'aide nécessaire, ça tu peux sentir qu'il y a eu un changement dans la santé. Quand tu habitais à Riyad et tu étais obligé de te déplacer à Tabzaïd ou à l'hôpital national et tu trouves l'hôpital Sadaqa qui est bien fréquenté, là tu peux sentir le changement. Et ça veut dire que vraiment le changement est là. Et ce n'est pas seulement un Nouakchott, c'est à l'intérieur aussi, il y a eu beaucoup d'efforts pour améliorer la santé. Ce n'est pas suffisant et ça ne va pas être suffisant en une année ou deux. J'espère que le nouveau mandat fera mieux aussi pour la santé et pour l'éducation. Et nous verrons à la fin du deuxième mandat quelles sont les réalisations nouvelles qui vont vraiment être faites dans le domaine de la santé et de l'éducation. C'est ça ce que nous pouvons dire. Nous pensons que la situation est en train de s'améliorer, elle continuera à s'améliorer et on verra bien sûr les résultats à la fin de ce mandat, Inch'Allah. Très bien. Le président de la République a dit que l'année 2015 sera l'année de l'éducation. Oui. Quel rôle jouera l'UPR dans cette déclaration? L'UPR, Inch'Allah, essaiera de jouer un grand rôle. Parce que, comme j'ai dit, une année de l'éducation, il ne faut pas la comprendre comme que si cette année, on va résoudre tous les problèmes de l'éducation. Ce sera, Inch'Allah, l'année où on va d'abord sensibiliser les gens sur l'importance de l'éducation. Mettre l'éducation mauritanienne sur les rails. Voir quels sont les réels problèmes de l'éducation mauritanienne et essayer d'en trouver des solutions. Bien sûr, l'UPR, comme tout parti politique, qui a une grande base et qui a une influence sur la population, fera sûrement un agenda, une stratégie pour accompagner cette déclaration, pour la mettre en valeur, pour vraiment montrer l'importance de cette année dans le domaine de l'éducation. Sûrement, on sortira, Inch'Allah, notre stratégie pour l'accompagnement de cette année. On est en janvier quand même, on est le 12. Donc la déclaration vient d'être faite. Donnez-nous le temps de réfléchir, de voir comment on va s'y prendre. On est comme tout le monde, on est là, mais on va réfléchir. Et on va faire une grande stratégie, espérant pouvoir la présenter pour vous, Inch'Allah. Merci, Inch'Allah. Le président, hier, au cours de cette rencontre de cadre du FNDI, son président, en l'occurrence Ahmed Ouldada, président du RFD, que vous avez critiqué dans votre communiqué. Non, je n'ai pas critiqué Ahmed Dada. Non, je le respecte beaucoup. Très bien. Je le respecte beaucoup. J'ai critiqué la déclaration du RFD. Voilà. Et ça, c'est politique, c'est pas... Il a affirmé que le changement viendra. De quel changement parle-t-il? Cette question, il faut la poser à Ahmed Dada. Moi, je veux que la Mauritanie a connu un grand changement en 2009. Elle connaît des changements. Oui, mais est-ce qu'il peut y avoir un changement
Sans les urnes, donc quel changement parle-t-il? Ça, c'est leur point de vue, c'est leur responsabilité. Ils ont déjà essayé de faire un changement sans les urnes. Ils ont déjà fait le slogan Rahil. Ils ont su que ce n'est pas un slogan qui peut marcher en Mauritanie, que les Mauritaniens sont sages, ils ont fait leur choix. Ça n'engage que, cette déclaration n'engage que nous savons que les Mauritaniens ont voté massivement en faveur du président Mohamed Abdelaziz pour un deuxième mandat. Suite au mandat passé, aux réalisations qu'ils ont vues sur le terrain, eux qui bénéficient de ces réalisations et qui en profitent, ils ont voté pour un nouveau mandat et à la fin de ce mandat, ils jugeront, Inch'Allah, de l'efficacité de leur vote. Et j'espère qu'ils ne vont pas regretter. Je suis certaine qu'ils ne vont pas regretter d'avoir voté pour le président Mohamed Abdelaziz parce qu'il fait de sa priorité l'amélioration de la situation des Mauritaniens, quoi qu'il soit. Donc, c'est pas nouveau d'abord. Chaque fois qu'ils se réunissent, ils confirment qu'il y aura un changement. Je ne sais pas, c'est peut-être je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne vois pas envie, je ne vois pas de nuages, je vois une situation politique stable. Il y avait une opposition active qui participe au Parlement, qui participe aux conseils municipaux. Je vois une situation économique stable. Je vois pas de changement d'où il va venir sans les urnes. Et j'espère qu'en Mauritanie, il n'y aura qu'un changement par les urnes, autant prévu aussi, sans bousculade, sans autre chose. Inch'Allah. Que Dieu le préserve. Pensez-vous que l'opposition participera aux élections sénatoriales prochaines? Je pense que l'opposition doit participer, c'est mon point de vue. Et je ne peux pas dire qu'à leur place, s'ils participeront ou non. Nous, dans la majorité et dans l'IPR, nous espérons que l'opposition participera. Mais je sais que ceux qui participeront, c'est seulement la partie de l'opposition qui a des conseils municipaux. Ça, c'est évident, les autres sont hors politique, c'est leur choix. Ça, c'est un choix de participer. Et ils ont déjà refusé de participer dans les élections municipales. Donc, je ne vois pas quel rôle ils peuvent jouer dans les législatives, présidentielles aussi. Législatives et présidentielles. Mais les sénatoriales sont liées directement avec les municipales. Les élections municipales et les sénatoriales, c'est lié parce que le collège électoral, c'est les conseillers municipaux. Ouais, donc, quand tu n'as pas de conseiller municipal, tu ne peux pas juger, tu ne dois pas même... Je ne sais pas s'ils vont essayer de faire des alliances. Ça, pour moi, ce n'est pas une question posée. Je pense que quelqu'un qui n'a même pas de conseiller municipal, comment il va participer aux élections sénatoriales? Il donne plus de crédibilité la crédibilité existe. Dès qu'il y ait des élections transparentes, claires, je pense que si quelqu'un fait un choix démocratique, la démocratie est un choix. S'il fait le choix de ne pas participer, ça n'engage que lui. Ça ne touche pas à la crédibilité des élections. Les élections sont ouvertes, tous les moyens pour assurer la transparence sont là, tout ce qui est nécessaire pour faire les élections est là. La participation, ça dépend des partis politiques, ça dépend des personnes qui dirigent ces partis politiques, donc ça n'engage que ces personnes. S'ils participent, ça verra ce que nous souhaitons tous, et s'ils ne participent pas, ça ne diminue pas, ça n'inflie pas la crédibilité des élections. Les conditions des élections, si elles sont réunies, les échéances constitutionnelles sont respectées, et c'est ce qui est demandé. Ceux qui veulent participer participent. On ne peut pas obliger les gens à participer s'ils ne veulent pas le faire. Et ça n'empêche pas les élections d'être crédibles. On a fait des municipales et des législatives sans leur participation. Ça n'a rien à influencer. On a un parlement multiparti. Un parlement où il y a une opposition, il y a une majorité. Et la vie a continué. Donc vous ne les invitez pas à... Bien sûr, moi j'invite tout le monde à participer. Ça n'a rien à voir avec mon invitation. Vous m'avez dit, non, il ne faut pas... Moi, j'ai bien dit que nous souhaitons que tout le monde participe. Voilà. Mais vous m'avez dit, est-ce que ça va crédibiliser? Je vous dis que la crédibilité des élections ne dépend pas des participants. C'est les conditions. Si les conditions sont réunies pour des élections transparentes, c'est ça ce qui est demandé. Avec un agenda qui respecte les échéances électorales constitutionnelles, c'est ça ce qui est demandé. Maintenant, si Aamar participe ou Zaid ne participe pas, ça n'inflige pas la crédibilité des élections. Le résultat sera reconnu, sera crédible, sera fiable. C'est ce que je dis. Nous ne pouvons pas faire une invitation plus que ça fait notre président. Le président de la République, le premier président de notre parti, Mohamed Abdelaziz, qui a invité tout le monde à participer, tout le monde à dialoguer,
tout le monde à venir participer à la construction de son pays. Donc nous, on pense que cette invitation nous engage tous en tant que militants de l'IPR. Et on la répète tout le temps. Très bien. Madame Mimouna, en quoi votre présence à l'Assemblée nationale a-t-elle profité à vos électeurs? Elle a profité. Je fais mon devoir en tant que député national. Je défends les questions nationales. Je suis là pour la législation nationale. Je défends les projets. Depuis notre élection l'année dernière, je peux dire qu'on a voté plus de une centaine de projets qui vont bénéficier à mes électeurs. Je suis là pour défendre les droits de mes électeurs. C'est le rôle je suis là pour suivre l'exécution des projets de l'État. Nous sommes partis déjà en délégation vers la vallée pour voir les réalisations dans le domaine du développement rural. On est là pour voir la situation. C'est le rôle des députés, nous jouons notre rôle. Pour les députés, ce n'est pas comme les maires. Il n'est pas directement lié à la population. Il doit vraiment voir ici et là. Nous avons une charge nationale, une responsabilité nationale. Tous les députés d'ailleurs, même si tu es député des régions, une fois député, tu es devenu député national. Tu es là pour défendre les questions nationales, pour voir ce que fait le gouvernement, pour voter en faveur des lois que tu juges qui vont servir tes populations. Tu es là pour voter les lois, ou discuter, expliquer, amender. On apporte énormément d'amendements à ce qu'on nous présente comme... Oui, mais poser aussi les doléances des électeurs. C'est ce que nous faisons tous les jours. C'est ce que nous faisons tous les jours et nous demandons, vous suivez nos débats, nous posons tous les jours les problèmes. Donc il faut les suivre pour que nous suivons vos débats. Il faut essayer de suivre les débats de l'Assemblée. Et là, vous ne devez pas poser cette question parce que nous faisons notre rôle en tant que député, ce qui nous a demandé, je pense et j'espère qu'on a, Inch'Allah, joué notre rôle pleinement. Et nous continuons à faire de notre mieux pour les jouer, Inch'Allah, prochainement. Bien. Quelle analyse faites-vous, Madame le député, de la situation économique du pays actuel? D'une manière générale. D'une manière générale, je vois qu'on a, alhamdoulilah, une situation économique assez stable. Nous espérons que l'année prochaine le sera. D'ailleurs, nous nous sommes félicités pour le budget qui nous a été présenté et que malgré la chute des prix, comme je l'ai dit au début, a connu vraiment des actions en faveur des populations. Et il n'a pas été diminué. D'ailleurs, il y a une légère augmentation du budget 2015 par rapport au budget 2014. Ça veut dire que c'est ça ce qui influe réellement la vie des populations. Les programmes en faveur des populations ont été maintenus, comme le programme AMEL. Des programmes dans le domaine de la santé sont prévus. Des programmes dans le domaine de la protection civile sont prévus. Ça veut dire que vraiment un budget qui reflète une situation économique assez stable. D'ailleurs, le point fort, c'est l'augmentation des salaires, que tout le monde s'attendait qu'il y aura une diminution à cause des chutes des prix du fer, à cause de la HFRS, mais contrairement, il y a eu 10 milliards investis dans les salaires des fonctionnaires qui ont un salaire inférieur à 100 000 ou inférieur à 500 000. 50% pour ceux qui sont inférieurs à 100 000, 30% pour ceux qui sont inférieurs à 50 000. Donc on voit que c'est rassurant par rapport à la situation économique. Nous souhaitons qu'au cours de l'année, que ça se confirme et que la situation s'améliore aussi. Et c'est ce que je peux dire. Oui. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a une montée vertigineuse des prix? Je sais que l'État ne fait rien pour la diminution de ces denrées de première nécessité. Je sais que l'État fait un grand effort à travers le programme EMEL. Je sais que l'augmentation des prix ne dépend pas de la Mauritanie aussi. Ça, il faut les juger. La Mauritanie ne produit que quelques denrées. Mais lors d'une plénière passée avec le ministre de l'Agriculture, il a confirmé que la Mauritanie essaiera de produire le nécessaire, au minimum 70% de nos besoins dans le domaine du riz. Et ça, ce sera. Mais aussi, il faut savoir que les Mauritaniens, le riz cher, ce n'est pas le riz mauritanien. Qu'il faut développer une culture chez les Mauritaniens pour l'utilisation des produits en Mauritanie. Quand un Mauritanien refuse de manger le riz qui est cultivé en Mauritanie et qui se vend, je pense, qui se vend à 120 ouguiya et préfère acheter le riz thaïlandais qui se vend à 250 ouguiya, ça c'est un choix du consommateur. C'est un choix du consommateur qui n'est pas justifié.
Ce riz qui vient de loin va être influencé par le prix du pétrole, va être influencé par le transport, va être influencé par tous les facteurs extérieurs. Alors, orientons-nous vers l'utilisation de nos produits locaux pour pouvoir parler vraiment des prix et de l'élévation des prix. Et si on continue à encourager l'utilisation des produits extérieurs, c'est vraiment mauvais, c'est pas bon, parce que je vois aussi qu'il y a eu beaucoup de tapage lorsqu'on a mis une taxe sur le lait extérieur, c'est-à-dire le lait. D'ailleurs, le lait en poudre qui est largement consommé n'a pas eu cette taxe. C'était pour encourager les gens à consommer les produits laitiers locaux. C'est vraiment, il faut que les Mauritaniens aient une culture et une confiance dans ce qui est produit en Mauritanie pour l'utiliser. C'est là où vous pouvez parler d'une maîtrise de prix ou d'une influence réelle de l'État. Je sais aussi que l'État subventionne la majeure partie de ces produits. Mais la subvention ne peut pas aller jusqu'à prendre en charge tout. Et en parallèle de tous ces efforts, la subvention et tout ça, il y a les boutiques Emel qui profitent pratiquement à 60% des Mauritaniens. Oui, mais boutiques Emel, vous avez le marché de poissons par exemple. Le poisson est cher. Figurez-vous, un kilo de poisson qui coûte 2500 pour une famille moyenne. La viande aussi chère. Ça, ils n'achèteront que il fallait acheter le poisson le moins cher, comme ce qui s'est fait au Sénégal, comme ce qui s'est fait au Mali. Nous exportons au Mali le poisson qui se vend à 600 ouguiya. Il y a du poisson qui se vend à 600 ouguiya, il y a du poisson qui se vend moins cher, mais ne prenez pas la qualité et dites c'est ça le prix. Moi, je ne défends pas l'élevé des prix et j'espère que ces prix rebaissent. Mais je sais qu'on ne peut pas dire que tout est cher. Il y a du poisson qui n'est pas cher. En tant que député, je crois que vous devez parler, soulever exactement. Non, je soulève des problèmes réels. Du ministre des Pêches qui était avec vous avant-hier. On a bien soulevé le problème. Je n'ai pas fait d'intervention avec le ministre de la Pêche. Mais il y a beaucoup de députés qui ont soulevé le problème quelles étaient ses réponses du poisson. Dans ce sens? Il a dit que le poisson, l'État d'abord pour la première fois distribue du poisson gratuit pour les Mauritaniens. C'est la première fois que la délégation distribue le poisson partout en Mauritanie, à Chingiti, à Ouadane, à Basknou, au point au plus fort. Donc l'État fournit un effort pour disponibiliser cette matière aux Mauritaniens. Et aussi, c'est la première fois que 2% de la charge des bateaux doit être aussi déchargée en Mauritanie pour faire bénéficier les Mauritaniens de ça. Donc ça, c'est beaucoup. Il y a aussi beaucoup de choses que j'ai pas pu rester. Je m'attendais pas à ce qu'on me demande de répéter ce qu'a dit le ministre de la Pêche. Parce que ça nous intéresse. Mais je sais que ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'efforts fournis pour l'État pour amortir cette levée de prix. Mais aussi, il y a des périodes où le poisson est cher, mais il y a des périodes où le poisson n'est pas cher. Vous savez, quand il y a les vents aussi, la pêche devient difficile. Nous, on vient à la plage, on nous dit cette période, les pirogues ne rentrent pas. C'est pour ça là, ils disent le poisson, et c'est à 2000, à 1700. Moi, je viens de la plage avant-hier. Je l'ai acheté à 1600. Ils sont en grève depuis 4 jours, pour votre information. Ah bon? Ce sont les pêcheurs, bien sûr. Moi, j'étais à la plage il y a 4 jours. Ah ouais. Donc c'est le jour, ils ont fait la grève après. J'ai acheté du poisson. Il y avait quelqu'un qui discutait avec moi lorsque j'ai discuté la main d'œuvre du monsieur et il lui a dit ça c'est un député donc il faut faire attention. Ça veut dire que j'ai acheté du poisson à 1600, je serais à 1600, la plage et les gens m'écoutent et peuvent dire que c'est vrai. Je l'ai acheté à 1600 de la plage. Malgré qu'ils ont dit que c'est une période de vent et que les pêcheurs ne peuvent pas se hasarder à aller au fond. Donc il faut pas aussi cela. Il y a d'autres familles qui sont au fond et qui n'arrivent pas. Je sais que c'est pas. Non, ces familles qui sont au fond profitent de la distribution gratuite de poissons. Ceux qui ont la capacité d'acheter, ils achètent. J'ai dit que nous sommes contre la levée des prix. C'est peut-être périodique, c'est pas toujours. C'est ce que j'étais en train d'expliquer, c'est périodique. Mais aussi, j'ai dit que l'État fournit beaucoup d'efforts pour disponibiliser le poisson aux populations. Pourquoi on n'a pas diminué le prix du carburant à la pompe? Ça aussi, il faut savoir que l'État continue à subventionner. Si l'État subventionne, si la diminution des prix externes vient, ça ne peut pas être répliqué directement sur les prix du pétrole. Espérons que ça, nous espérons tous qu'il y aura vraiment une diminution de tous les prix, mais il faut être réaliste aussi, il ne faut pas demander ce qui ne peut pas se faire. Il ne faut pas demander ce qui ne peut pas se faire, il faut bien étudier la situation économique externe, les facteurs externes qui peuvent influencer nos politiques économiques internes et voir comment on s'y prend. Il faut aussi valoriser ce que fait l'État pour les populations. Mais nous demandons toujours que l'État fournisse plus d'efforts. Mais on vient d'expliquer que l'État a fourni beaucoup d'efforts dans le budget 2015 en augmentant les salaires, en faisant face à la sécheresse, en faisant face à la diminution des prix des minerais, les fers
et le cuivre et l'essentiel qui vient de ça. Donc déjà, il faut bien savoir que l'État fournit des efforts pour aider les populations et c'est ce qui est important pour nous en tant que députés. Nous sommes vraiment là pour aider les populations, mais aussi dans le possible. On peut pas oui, vous n'oubliez pas que vous êtes la voix du peuple. Donc nous sommes bien sûr la voix du peuple. C'est pour cela que je vous explique que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour l'aider. Il ne faut pas que les autres le trompent. Que le gouvernement investisse tout son argent, l'argent du peuple, dans le peuple. Quand on voit que les salaires vont augmenter, tout ce qui est investi, c'est l'argent du peuple. Je les rassure que nous sommes là pour voir est-ce que réellement l'État fournisse des efforts réels pour investir l'argent du peuple pour le peuple. Et nous voyons des projets réels qui bénéficient aux populations. Nous voyons des actions sociales qui bénéficient aux populations. Nous voyons des augmentations de salaires qui bénéficient aux populations, des routes qui bénéficient aux populations, des hôpitaux qui bénéficient aux populations. Donc on peut dire que l'action du gouvernement s'oriente vers le service de la population et c'est ce que nous apprécions. Et nous la critiquerons si on voit que ça ne continuera pas. On va le dire le moment venu. Si nous voyons que ça ne continue pas comme ça, on va bien sûr le dire. Parlons un peu de la sécurité dans ce pays. Cette montée d'insécurité ces derniers temps, qu'en pensez-vous, Madame la députée? Je pense que dans toutes les grandes villes... Des viols et tout. Voilà, je vais t'expliquer une chose. Le viol existait depuis l'éternité. Ça, je l'ai déjà dit. C'est dommage. C'est dommage, mais aussi il faut savoir que vraiment les Mauritaniens ne comprennent pas qu'on n'est plus en brousse. Nous sommes en ville. Et la ville de Nouakchott d'elle-même contient plus d'1 million de personnes qui comptent 300 ou plus d'étrangers et qui viennent d'autres cultures, d'autres religions, que vraiment ça vient un amalgame très dangereux. Nous savons que, et aussi, il faut savoir maintenant que ce n'est pas comme avant. Ça c'est le premier point. On ne peut pas dire que quand on compare, c'est une comparaison simple, lorsque les années 60, Nouakchott ne comptait que 10 000 personnes. Si 10 000 personnes en a un viol, maintenant sur 1 million de personnes, il faut qu'il multiplier par ça. Ça veut dire que l'augmentation de la population démographique, ça veut dire que aussi la culture de la ville, beaucoup de facteurs influencent ça. Mais je peux dire une chose, qu'on se félicite que la Mauritanie est pratiquement le seul pays où il n'y a pas un crime contre un inconnu. Pas un dossier classé. Dès qu'il y a un crime, on prévoit. S'il n'y avait pas eu de sécurité, on ne peut pas continuer à vivre. La sécurité existe, mais ça ne peut pas éliminer les crimes. En France, le viol existe. Aux États-Unis, c'est des criminels en série et on passe des trentaines d'années sans les arrêter. Les Mauritaniens doivent se féliciter que dès qu'il y a un crime, les responsables sont arrêtés. Nous regrettons et nous demandons à nos forces de l'ordre de faire un effort supplémentaire. D'être plus vigilants. D'être plus vigilants et de faire un effort supplémentaire. Mais nous demandons aussi à nos populations d'être vigilantes. Il faut que les populations comprennent qu'on n'est plus en brousse, qu'on est en ville. Parce que vous trouvez les grandes villes, vous avez fait des voyages, peut-être d'autres ont fait. Même à Paris, par exemple, je donne Paris, au New York, vous ne pouvez pas au-delà de 9 heures trouver une épicerie ouverte. Il y a une épicerie de garde que tu peux trouver sur l'Internet où il y a des postes de sécurité. Vous partez maintenant à 5 heures du matin. Vous trouvez toutes les épiceries ouvertes avec une seule personne là-dessus. Je peux donner un exemple. Des boutiques qui exposent énormément de bijoux, de gadgets, de boubous, et ils mettent des vitres avec un simple gardien qui dort. Ça c'est pas une sécurité. Quand j'ouvre tout ça, quelqu'un jette une pierre, ça va casser la vitre et une seule personne devant. Ça incite les gens à voler. Il faut sécuriser. Les gens mettent des alarmes, mettent des caméras à l'étranger. À l'étranger aussi, je vais vous dire une chose. Personne ne circule avec de l'argent liquide dans sa poche. C'est pas parce que c'est pas des grands pays. Tout le monde fait la carte bancaire. Nous, tu trouves quelqu'un qui prend 10 millions de la banque, il fait comme ça pour son boubou, son vol, et il sort pour montrer à tout le monde qu'il a de l'argent, il monte dans sa voiture. Bien sûr, les gens vont le suivre et lui voler son argent. C'est pas comme ça que les gens s'y prennent. L'argent liquide ne circule plus. Quand on a une grande ville, on doit vraiment se comporter comme l'indique la sécurité des grandes villes. Et c'est ce qui est dommage. Donc nous demandons bien sûr aux forces de sécurité d'être vigilantes, mais nous demandons aussi aux populations
de savoir qu'on n'est plus en brousse, qu'on n'est plus en confiance, qu'on doit vraiment savoir qu'on est en ville. On doit fournir des efforts pour assurer notre sécurité. Très bien. Une dernière question, parce qu'on me signale que le temps que nous étions partis prend fin. Que pensez-vous de cette prolifération de discours xénophobes de part et d'autre, cette prolifération de réunions, je dirais pas de caste, mais je dirais de côté, voilà, c'est vrai. Pourquoi ne pas éviter tout ça? Je pense que c'est vraiment très mauvais. Et à nous tous de le combattre. Nous tous, on doit le combattre. Parce que vraiment, c'est ce qui détruira la Mauritanie. Et c'est ce qui affaiblira notre pays. La Mauritanie doit être attachée à la Mauritanie. Pas à une tribu, pas à une ethnie, pas à quelqu'un. On l'a toujours dit. En tout cas, nous, à l'IPR, on a dit qu'on mènera, Inch'Allah, une campagne contre ce genre de... Et c'est vrai, ce que vous dites, nous, même nous, à l'IPR, on l'a critiqué parce qu'on avait des réunions purement tribales. C'est le Voulaniyin qui se réunit. Ça, c'est une très mauvaise chose. Elle ne doit pas être autorisée. Et lorsqu'on a posé ça au Parlement, au ministère de l'Intérieur, on lui a dit, nous, on déplore le fait qu'il y ait une autorisation. Et après, c'est le Voulaniyin qui vient il a dit que ce n'est pas comme ça que l'autorisation est donnée. Il pose pour une réunion politique. Et quand il amène l'argent, on ne peut pas leur dire ça c'est qui, ça c'est qui. Ça veut dire qu'il joue sur les autorités pour faire comprendre que c'est une réunion politique normale. Donc c'est des gens qui demandent à se réunir. Et une fois là-bas, on ne voit que cette ethnie ou cette qabila, et c'est vraiment mauvais. Et ils ne peuvent pas venir leur dire non. Mais aussi, c'est le rôle des partis politiques, c'est le rôle des intellectuels de faire une campagne contre le tribalisme, contre la xénophobie, contre tout ce qui... Tous, nous ayons notre citoyenneté en première place. Il faut développer... Il faut développer une culture citoyenne. Voilà, un mot sur l'unité nationale. Un mot sur l'unité nationale. Je pense que l'unité nationale est vraiment le gage de notre développement, de notre durabilité. Et c'est cette unité nationale qui nous permettra d'aller en avant et de dépasser tous les problèmes. Donc on doit tous protéger cette unité nationale. On doit tous s'unir et travailler pour rester unis, pour rester mauritaniens, pour défendre les intérêts de la Mauritanie, pour développer la Mauritanie, pour laisser à nos enfants, aux enfants de nos enfants, une Mauritanie forte, unie, sans divergence, sans appartenance tribale, sans appartenance ethnique. Une Mauritanie où le Mauritanien peut dire « je suis Mauritanien ». Tout court, il ne dit pas autre chose. Il dira seulement « je suis Mauritanien » et il en sera fier. Très bien, Madame Députée, merci Maimouna Mtitaqi. Chers téléspectatrices, téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Je ne saurais la terminer sans vous remercier, vous d'abord, et bien sûr mon invité, le député Maimouna Mtitaqi. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.